Les États-Unis ont réussi à réunir autour d'une même table tous les protagonistes du conflit du Sahara. Une rencontre organisée cette semaine à Madrid. 50 ans après le début de ce contentieux territorial, le Maroc est-il en train d'obtenir gain de cause? Quel rôle jouent les États-Unis? Est-ce bientôt la fin de ce conflit? Pour comprendre ce qui se joue, Djilali Benchaban, consultant en stratégie et géopolitique, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également directeur de CO Stratégie Conseil. Khadija Mohsen Finan, bonsoir, politologue spécialiste du Maghreb. Merci d'être avec nous. Et François Dubuisson, bonsoir. Professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir, merci à tous les trois d'être avec nous. Une réunion a donc été organisée à Madrid, sous l'égide de Washington, à l'ambassade américaine, autour de la table des représentants du Maroc, des indépendantistes du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de négociation directe. Djilali Benchaban, en quoi est-ce que cette nouvelle étape est un tournant dans le conflit qui a commencé, on le rappelle, après le départ de l'Espagne qui contrôlait ce territoire? Quel rôle jouent les États-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Sahara occidental en 2020 en échange de la normalisation avec les relations avec Israël? Qu'est-ce que ça change, cette nouvelle étape? Cette nouvelle étape, elle confirme tout d'abord le rôle essentiel des États-Unis. Parce qu'il faut vraiment recadrer ça dans un contexte qui est celui des accords d'Abraham, qui avait vu en échange de la reconnaissance de l'État d'Israël par le Maroc, un soutien de Washington à la dimension de la marocanité du Sahara occidental. Ça, c'est le tournant majeur, avec aussi, il faut le noter au passage, le fait que l'action américaine bouscule le jeu, avec un effacement de l'Europe, un affaiblissement de la position française au Maghreb, et donc un acteur américain qui devient non seulement celui qui est en position de faire la paix, mais celui aussi qui est en capacité de pouvoir imposer aux acteurs qui restent irréconciliables sur certaines positions ou conditions de devoir entamer le dialogue. Et je pense que c'est vraiment cet élément qui accélère aujourd'hui ce processus, avec un Donald Trump qui, au-delà même du dossier africain, sur tous les fronts, veut être le faiseur de paix, mais surtout celui qui revoit ou reconfigure les relations internationales. Khadija Mohsen Finan, pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de la part des États-Unis de vouloir accélérer les choses? Oui, je pense qu'ils veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire clore ce conflit pour différentes raisons. D'abord parce que Donald Trump se pose en faiseur de paix, où que ce soit, mais au Maghreb aussi. Et d'autre part parce que il s'agit de récompenser le Maroc, ça vient d'être dit, qui a signé les accords d'Abraham, en allant jusqu'à la victoire du Maroc dans ce conflit qui l'oppose au Front Polisario depuis 50 ans. Et le troisième élément, c'est que les États-Unis veulent investir dans cette région, au Sahara occidental, au Maroc plus largement et au Maghreb, et que ce conflit ne permet pas de ces investissements et aux entreprises américaines d'être sur le terrain. Donc plusieurs raisons, et il veut cette fois, contrairement aux autres régions du monde arabe, arriver à une paix et rapidement. François Dubuisson, le 31 octobre, le Maroc a obtenu une victoire diplomatique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui reconnaît le plan d'autonomie de Rabat, adopté par 11 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. La Russie, la Chine et le Pakistan. L'Algérie, qui, on le rappelle, soutient le Front Polisario, a refusé de participer au vote. Ce plan avait été proposé par Rabat en 2007. Comment est-ce que le Maroc a réussi à ranger les grandes puissances dans son camp ? Je dirais que c'est l'aboutissement d'une diplomatie extrêmement offensive menée depuis plusieurs années par le Maroc, qui a évidemment des éléments importants à faire valoir sur le plan soit économique, soit géostratégique, puisque à la fois il y a l'intérêt d'un certain nombre d'États, spécialement européens, à l'accès à un certain nombre de ressources au Sahara occidental, notamment les ressources en matière de pêche ou en matière de phosphate. Mais également, le Maroc joue un rôle extrêmement important à la fois dans le contrôle de l'immigration vers l'Europe et également en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, ce sont tous des éléments que le Maroc
peu monnayé vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires, alors que le Polisario est évidemment assez faible sur le plan politique. Il a surtout le soutien de l'Algérie, mais il a largement perdu le soutien d'autres États africains, ce qui l'a rendu assez faible. Je dirais l'élément principal que peut encore revendiquer le Front Polisario, c'est le droit international. Il a le droit international de son côté, le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination, mais même cet élément-là a été assez largement affaibli par cette résolution du Conseil de sécurité qui met en avant le plan d'autonomie marocain en écartant de prime abord l'hypothèse de l'indépendance, même si il y a toujours une référence au droit à l'autodétermination dans le texte de la résolution. Un an avant, en octobre 2024, Emmanuel Macron a confirmé le soutien de la France à la souveraineté du Maroc devant le Parlement européen. Regardez. Je suis arrivé ici dans les camps de réfugiés sahraouis, j'avais 6 ans et j'ai maintenant 55 ans. Nous sommes venus pour la liberté, pour la dignité, pour l'épanouissement, pour l'autodétermination à travers un référendum libre et équitable qui garantisse la pleine indépendance sur le territoire de la République sahraoui. Je crois qu'à l'avenir, nous obtiendrons une réponse différente de celle que nous avons eue jusqu'ici. Je suis sûre que les jeunes, les personnes âgées, les enfants, nous résisteront jusqu'à ce que nous ayons notre référendum, qui est ce que nous voulons. Khadija Mohsen Finan, c'était pas le bon son qu'on envoyait. Là, on a entendu les Sahraouis. C'est quoi la suite pour eux ? Alors, la suite va être assez compliquée et dans le plan d'autonomie qui a été sur la table à Madrid, il y a effectivement un chapitre qui concerne les exilés et leur retour. Et il y a les conditions de leur retour, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient désarmés, dépolitisés. Donc, il ne s'agit pas du tout de continuer le combat au sein de cette région autonome au sein du Maroc. Ça va se faire sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'ils vont devoir s'inscrire sur des listes. Il va y avoir une enquête qui va être conduite par le Maroc et ils vont rejoindre, pour ceux qui le veulent, cette région qui est maintenant gouvernée depuis 50 ans par le Maroc, 80% du territoire du Sahara occidental. D'autres vont refuser, certains vont rester peut-être en Algérie et d'autres, par des recompositions familiales, vont peut-être aller en Mauritanie, même si la Mauritanie a dit qu'elle ne voulait pas en recevoir en nombre. Donc la suite, ça va être, et ça se négocie en ce moment dans ce processus qui est engagé et qui a donné lieu à la réunion de Madrid. Ils vont s'impliquer justement dans l'exécutif, dans le Parlement, dans la justice et dans toutes ces institutions qui sont prévues dans le plan d'autonomie marocain, c'est-à-dire qu'ils vont devoir s'intégrer pour ceux qui vont revenir ou venir en tout cas dans cette région, et il s'agit d'une intégration de l'autonomie. L'autonomie n'est pas du tout conçue dans ce plan en tout cas comme une étape vers l'indépendance, mais comme une manière de clore le conflit. Alors effectivement, il y a des ambiguïtés dans ce texte parce qu'il est question d'autodétermination, on garde le terme, comme il a été conservé dans le texte de la résolution du 31 octobre, mais dans les faits, seule cette autonomie est sur la table et il s'agit d'en définir le contenu, d'en définir le périmètre avec les Marocains. Alors il y a des questions qui bloquent et notamment au niveau de l'exécutif de cette région. Le Front Polisario voudrait qu'il soit élu pour que ce soit véritablement une autonomie et le Maroc est très soucieux de cela. Il voudrait que ce soit nommé pour que la région soit une région comme les autres avec un wali et qu'il n'y ait pas d'exception pour cette région au sein du Maroc. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en octobre 2024, Emmanuel Macron a confirmé le soutien de la France à la souveraineté du Maroc devant le Parlement marocain. On va l'écouter. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés.
Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Voilà, Emmanuel Macron applaudit au Parlement marocain. Djilali Benchaban, cette prise de position claire de la France sur cette question, qu'est-ce qu'elle a changé ? Pour moi, elle va surtout dans le sens de ce qui a été débloqué par Washington, car clairement, on était dans une logique d'inertie avec une posture onisienne qui n'arrivait pas à mettre une dynamique en place sur la résolution de ce conflit. Les accords d'Abraham, puis la reprise en main de cette question par la diplomatie américaine accélèrent le calendrier. On le voit même dans les étapes, puisqu'il y a eu la reconnaissance de l'Espagne de mémoire en 2022, celle de la Grande-Bretagne en 2025. Finalement, la France se rallie au plan qui semble le plus opérationnel, le plus réaliste, et surtout face au seul acteur qui est en capacité de pouvoir faire pression sur les deux acteurs de ce conflit que sont l'Algérie et le Maroc. Et on le voit même là encore dans cette réunion à Madrid, à l'ambassade des États-Unis, c'est essayer de réunir autour d'un principe qui va être celui de l'autonomie, avec des concessions qui vont être négociées à la marge, mais avec un principe et une feuille de route qui a été fixée par Washington, c'est aboutir à un accord, parce qu'il y a plusieurs enjeux. S'il y a les accords, s'il y a une dimension économique qui est essentielle, mais il y a aussi une dimension stabilité et sécurité qui font partie intrinsèque de ce plan, avec cette idée, au regard des recompositions et du désengagement de Washington de certaines zones, de pouvoir s'appuyer sur des états pivots. Donc finalement, la France se rallie à cette forme de réalisme américain auquel elle essaye d'apporter son expertise, son regard et son appui politique. Avec la pression des États-Unis, est-ce qu'on assiste à un isolement de l'Algérie qui, on le rappelle, est le principal soutien du Front Polisario ? Pour l'Algérie, je dirais que la question était déjà assez complexe, puisque finalement, si on se projette sur les dernières décennies, en tout cas depuis la fin de la présidence Bouteflika, qui était vraiment un acteur politique d'importance, un véritable connaisseur des arcanes internationales, il y a eu une diplomatie algérienne qui a été en panne, à la fois au niveau de l'Union africaine, puisqu'elle n'était pas en capacité de pouvoir mobiliser autour de sa dynamique. On se rend compte qu'au niveau aussi européen, il y a eu cette complexité avec une relation française qui s'est détériorée et qui aujourd'hui est en phase de rabibochage, mais qui a d'une certaine manière aussi affaibli la problématique du Sahara occidental pour l'Algérie face à un manque de soutien. Et là encore, quand on regarde le vote de la résolution, Moscou et Pékin n'ont pas joué le jeu du soutien à Alger. François Dubuisson, on observe aujourd'hui un décalage entre le droit et la réalité politique. Oui, complètement, puisque si on se fie au droit international, les choses sont en réalité assez claires. Le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, est un territoire autonome en attente d'autodétermination, et ce droit à l'autodétermination doit être exercé uniquement par le peuple. Mais si toutes les parties réussissent à trouver un accord par la voie diplomatique, qu'est-ce que ça changerait concrètement sur le plan juridique ? Alors oui, sur le plan formel, l'autodétermination peut prendre différentes formes, dont le fait de s'intégrer à un État existant et d'y jouir, le cas échéant, un statut particulier, comme ici le statut proposé d'autonomie. Je dirais que la difficulté en l'espèce, c'est que ce qui est envisagé dans le plan d'autonomie, c'est une approbation par référendum, mais qui impliquerait pas uniquement les membres du peuple sahraoui, mais l'ensemble des habitants du Sahara occidental. Parce que dans la résolution du 31 octobre, on ne parle plus de référendum. C'est-à-dire que le référendum, alors on ne parle pas plus de référendum en tant que tel, mais il y a toujours néanmoins le renouvellement du mandat de la MINURSO qui est établi pour réaliser un référendum. Et là, je me fie au référendum qui est envisagé par le plan d'autonomie. Mais c'est un référendum qui engloberait l'ensemble des habitants du Sahara occidental, en ce compris les habitants marocains, qui normalement devraient être exclus du référendum au regard du droit d'autodétermination qui n'implique que le peuple du Sahara occidental. Donc là, il est évident qu'il y a, je dirais, une politique plutôt basée sur le rapport de force qui est très défavorable au Polisario et à l'Algérie, et qu'on veut, disons, imposer et privilégier le plan d'autonomie sur
l'application des principes. Et il faut mentionner qu'il y a une distinction à faire entre le fait de proposer... François Dubuisson, désolé, on n'a plus de temps. Merci Djilali Benchaban d'avoir été avec nous. Merci également à Khadija Mohsen Finan d'avoir participé à ce débat. C'est la fin